Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Et oui, on va enfin finir ces post-mortem, en tout cas commencer à les finir. On revient donc aujourd'hui sur le second tour après avoir enfin publié l'épisode Bucks, c'était ce week-end. On se retrouve pour parler aujourd'hui des Warriors, des Cavs, des Nuggets et des Celtics, du très 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 lourd. Effectivement, on va parler de ces équipes éliminées au second tour. Pour ce faire, celui qui a passé le second tour, puis la finale de conf, puis les finales NBA pour conquérir le titre NBA. C'est Constant. Comment ça va, Constant? Bah ça va, toujours champion NBA, donc ça va, on va pas se mentir, Ça toujours peut être un très. running gag. Non, 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 non. Il y a un moment où j'arrêterai, pas tout de suite, mais il y a un moment où j'arrêterai de le dire. Mais c'est satisfaisant, tu vois, ça permet de réaliser que ça a été fait, et que c'est vraiment réel. Donc je continuerai à le dire pendant quelques temps, mais effectivement, on va parler des éliminés de la demi-finale de conférence, dont une équipe qui a été éliminée par le Thunder en 7 matchs. C'est pas les Pacers, mais c'est quand même une équipe qui a perdu en 7 face à OKC. Et je t'avoue que la préparation de cet épisode m'amène peut-être à bifurquer, à être d'accord avec Tom qui a dit dans l'épisode sur le titre d'OKC, qu'on vous invite à aller écouter si c'est pas encore fait, que à l'heure actuelle, il prenait le OKC contre le field parce que on va voir que beaucoup d'équipes qui pourraient être considérées comme dangereuses pour OKC ont des grosses problématiques à l'été, là ou dans les prochaines semaines. Donc, ça va être un épisode de post-mortem un peu particulier. Vous l'avez deviné, d'habitude, c'est une équipe par épisode. Là, ça va être un peu plus ramassé sur ces équipes du second tour, même si on a des choses à dire, sachant qu'en plus, compte tenu du timing au moment où on enregistre, certaines équipes, on peut penser aux Celtics, ont déjà commencé à bouger. Donc là, on sera plus dans de la réaction de mouvement plus que dans de l'anticipation, comme c'est le cas d'habitude dans des post-mortem. En tout cas, comme d'habitude, moi, je peux vous inviter à nous suivre sur votre appli de podcast préféré, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Spotify, ou bien évidemment, si vous recherchez les archives, vous ne les trouverez peut-être pas. Donc, déplacez-vous vers d'autres plateformes. Et puis, bien évidemment, sur Twitter et YouTube. C'est un épisode un peu plus long, c'est un épisode un peu plus condensé. On va donc faire une petite pause habituelle et puis on se retrouve juste après celle-ci pour commencer. On s'envole du côté de la Californie pour parler des Warriors. Constant, on va démarrer par les Warriors, éliminés donc au second tour de ces playoffs par les Minnesota Timberwolves en 5 matchs. Constant, une série qui a été pour eux un petit peu difficile parce qu'on ne peut pas faire sans évoquer la blessure de Stephen Curry, mais on va être sur ce post-mortem global du second tour, peut-être un peu moins concentré sur les séries, un peu plus sur l'été en tout cas, où se trouve la franchise actuellement. Je te laisserai peut-être parler de cette série si tu le veux, mais moi, Constant, j'ai une question que j'ai envie de te poser vraiment avec cette équipe des Warriors, c'est on construit cette franchise pour quoi, là? C'est-à-dire que on est à un moment où il y a eu le trade pour Jimmy Butler qui a été effectué il y a quelques mois, qui a été plutôt intéressant. Il y a eu un vrai apport de Jimmy Butler, mais on a vu que c'était un peu limite et il y a eu les questions des blessures et de la capacité de cette équipe qui a plusieurs joueurs de plus de 35 ans à enchaîner. De l'autre, on sait qu'on se dirige, vu l'âge des joueurs, vers les dernières saisons de Stephen Curry, légende de la franchise. Et puis, il y a quand même certains jeunes joueurs, Jonathan Kuminga, Restricted Free Agent, Pods, etc. Donc, on construit l'équipe pour quoi, là? On construit l'équipe pour être une nouvelle fois compétitif. Il me semble que c'est Steve Kerr qui avait dit le truc bien avec Jimmy Butler, c'est qu'il nous permet de garder notre fenêtre de titre ouverte pour un plus grand nombre d'années. Quand tu regardes dans les faits le trade de Jimmy Butler en résultat statistique, il a été immensément positif. Parce que les Warriors, avant le trade de Jimmy Butler, végètent aux alentours de la 11e, 10e place. À partir du moment où tu as l'arrivée de Jimmy Butler et tu as quelques réorganisations au niveau du temps de jeu, notamment sur Jonathan Kuminga, tu as une équipe qui a commencé petit à petit à prendre ses marques et qui a commencé petit à petit à remonter dans le classement de la conférence Ouest, qui a passé un tour, non sans difficulté face aux Rockets, et qui, avec un Stephen Curry en santé, aurait peut-être pu en passer deux. Vu le niveau des Wolves, je suis pas sûr que les Warriors, avec un Stephen Curry au complet, étaient si éloignés que ça de ces Wolves, justement, de Minnesota. Puis dans les points bruts, j'ai envie de dire, dans les stats bruts, le starting five là un peu ultime des Warriors où c'est Moses Moody, Pod, Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green. Je crois qu'il est en 16-3, 16 victoires, 3 défaites quand ils sont alignés ensemble. Ils ont quelque chose comme plus 17 de net rating quand les 5 sont sur le parquet ensemble. Enfin, ils ont un effectif qui, je pense, a su se réorganiser pour repasser
le fenêtre de titre est entrouverte, tu vois. Faudrait peut-être un concours de circonstances pour que les Warriors soient champions, mais ils sont passés d'une équipe qui végétait, et justement, où tu te posais vraiment la question de dire, bah, t'essayes de rester compétitif parce que t'as Stephen Curry et que, bah, tu peux pas le trader, et puis de l'autre côté, bah, tu peux pas non plus faire de sorte que sa fin de carrière soit dans une équipe moyenne. T'essayes de retrouver les sommets à une équipe qui, bah, l'an prochain, peut faire partie des équipes qui peuvent être un petit peu les sleepers dans la conférence Ouest, pas forcément chapeau 1 en termes de favoris, mais peut-être chapeau 2 avec d'autres équipes. C'est vrai que on l'a un peu dit encore une fois, c'est un peu le prolongement de notre podcast sur OKC. Là où OKC semble être un peu l'épouvantail de l'Ouest sur la saison prochaine, dans le chapeau 2, on est un peu face à beaucoup de questions. On va parler des Nuggets plus tard, il y a des questions. Les Rockets, certes, avaient un très bon bilan de saison régulière, mais question aussi autour de la viabilité de cette équipe en playoff qui a rajouté Kevin Durant, mais tu l'as dit, ils ont perdu contre ces mêmes Warriors. Ensuite, on peut faire la liste. Les Mavs, il va y avoir autour de 100 Kyrie, il va se passer quoi? Memphis, on ne sait pas trop où ils en sont. Enfin, si tu fais la liste, les Clippers, il y aura toujours la question des blessures, notamment de Kawhi, et l'âge de James Harden qui va. Voilà, il y a la plupart des équipes à l'Ouest derrière le monstre question des questions. Donc, ces Warriors-là peuvent s'affirmer. Est-ce que pour toi, Constant, cette affirmation, ça passe par le fait de re-signer Jonathan Kuminga? C'est le dossier de l'intersaison. Il est donc restricted free agent. Les Warriors ont donc le pouvoir de faire de s'aligner sur toutes, rappelons, s'aligner sur absolument toutes les propositions qui vont être faites à Kuminga. C'est le dossier de l'intersaison. Moi, je pense que dans leur volonté de maintenir une équipe qui, sur la saison régulière, peut se permettre de faire souffler un peu ses vétérans, c'est une nécessité d'avoir Kuminga. Parce que tu as Steph qui a 37 ans, tu as Jimmy Butler qui a 36 ans. Tu as besoin de la faculté de Kuminga qui fait une bonne série contre Minnesota, qui score beaucoup, qui peut-être parfois dans l'efficacité un peu plus en difficulté. Je pense que tu as vraiment besoin de sécuriser Kuminga, quand bien même, d'un point de vue financier, ça va commencer à, comme d'habitude avec les Warriors, la facture va être salée. On en parlait en off juste avant, c'est pas aussi salé que ce que j'imaginais, tu vois. Je pensais vraiment que en allant regarder les finances, je pensais vraiment que c'était une équipe qui était border seconde à prod, et en fait pas du tout. La série offensive de Kuminga face aux Wolves, elle est très bonne, hein. Je crois qu'il y a 55% au tir, 42% au 3 points. En tout cas, c'est le meilleur marqueur en termes de points par match du côté des Warriors, en ayant joué genre 60 minutes de moins que Jimmy Butler, par exemple. Voilà, on ne revient pas en détail sur les séries de playoffs, mais on va dire que la blessure de Jimmy Butler sur le match 2 face aux Rockets fait que il a été un peu plus sur courant alternatif sur le restant des playoffs, et la blessure de Stephen Curry a fait que le Jimmy Butler qu'on avait connu du côté de Miami sur les 2 dernières saisons où le Heat fait les playoffs, où tu avais Jimmy Butler qui en gros passait de 24% d'usage en saison régulière à 30 en playoff à l'usage de superstar, il passait de 21 à 21. Donc c'est peut-être aussi la fin de cette espèce de Jimmy Butler qui est capable de prendre un gros volume, d'augmenter son volume en playoff. En tout cas, il n'a pas forcément toujours été au niveau sur cette série face aux Wolves. Il y a même un match, je crois, où c'est Draymond qui tente le plus de tirs pour les Warriors. Enfin, c'est un truc extrêmement bizarre. Mais Jonathan Kuminga, effectivement, on en avait parlé dans je sais plus quel épisode. Je crois qu'on en avait parlé aux alentours du mois de février, mois de mars. Je me demande si c'était pas la trade deadline. On avait parlé de Jonathan Kuminga. C'est une problématique parce que c'est un joueur qui a d'éminentes qualités offensives, qui peut être frustrant, par contre qui a d'énormes défauts défensifs, on va pas se mentir, et qui ne colle pas forcément avec ton front de course. C'est-à-dire que l'association entre Jonathan Kuminga, Jimmy Butler et Draymond Green, de l'aveu une nouvelle fois de Steve Kerr, ça marche pas vraiment. Vous regardez les ratings lorsque les trois sont ensemble sur le parquet, ça marche difficilement, sauf que les Warriors, on a bien vu sur cette série face aux Wolves, à partir du moment où Stephen Curry se blesse, ils sont obligés d'ouvrir leur banc et de se tourner un peu plus sur Kuminga, parce qu'ils n'ont pas réellement de troisième option offensive. Il peut prendre feu, mais c'est pas du tout dans un registre d'autocréation, il faut un créateur à côté. Donc voilà, ils s'en sont remis au scoring de Jonathan Kuminga. Au niveau des finances, ils sont serrés sans être catastrophiques. On va dire que sur les 4 équipes qu'on va traiter aujourd'hui, alors il y en a une qui s'en est très bien sortie des finances comparée à il y a 10 jours. Et qui joue plus voilà, qui joue plus rien. Là où les deux autres, elles sont, c'est des équipes qui vont payer de la luxury tax, ce qui n'est peut-être pas le cas des Warriors, qui sont à 17,5 millions en dessous de la luxury tax, avec tout un tas de joueurs à re-signer quand même. C'est ça. À l'heure actuelle, dans leur effectif, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9. Il y a 10 joueurs en comptant les two-way.
Oui. Sachant que voilà, en gros les key free agents qu'il va falloir signer, c'est Jonathan Kuminga, c'est Gary Payton, c'est Kevin Looney, et c'est peut-être pas Pat Spencer et Quinton Poe. Je crois qu'ils doivent avoir une team option ou quelque chose dans le genre. Mais voilà, ça va être d'essayer de retrouver ces joueurs-là. Et puis sur la question de Jonathan Kuminga, j'ai envie de dire que il se retrouve un peu il se retrouve dans une situation, que ce soit les Warriors ou que ce soit Jonathan Kuminga, j'ai l'impression que c'est un couple qui souhaite divorcer, mais qui vont pas pouvoir divorcer. Ils vont devoir rester ensemble pour les enfants, au moins 1 an de plus, tu vois. C'est parce que on se posait la question off, Jonathan Kuminga, il va être restricted free agent, les Warriors vont lui offrir la qualifying offer, mais globalement, hormis les Nets, qui possèdent du cap space cet été? Ouais, personne. Sachant que tous les agents appellent les Nets, hein, parce que tout le monde veut que les Nets s'alignent sur. Tous les agents veulent que les Nets s'alignent sur leurs clients. Sauf que les Nets, ils ont drafté 5 joueurs au premier tour, la nuit qui précède le moment où on enregistre. Donc, au niveau des roster spots, ça va être un petit peu compliqué aussi du côté des Nets. Donc, moi, je vois vraiment pas. Même si Jonathan Kuminga a exprimé le fait qu'il était insatisfait de son rôle, etc., j'ai l'impression de voir une DeAndre Ayton, quoi. DeAndre Ayton des Suns, c'est que les Suns veulent plus de lui. Dans le cas de Kuminga, c'était de DeAndre Ayton, c'est les Suns voulaient plus de lui, DeAndre Ayton voulait plus des Suns, mais les deux ont été obligés de rester ensemble parce que la perte était trop importante pour l'équipe s'il venait à partir. J'ai l'impression que Kuminga, c'est plutôt je vais pas trouver mieux ailleurs, donc je vais être obligé de rester. Et du côté des Warriors, c'est on n'a pas envie de te payer cher et sur la durée parce qu'on veut pas avoir cette espèce de chape de plomb financière qui peut potentiellement peser, hein, parce que les Warriors, on se rappelle de ça, mais il y a 1 an, ils font pas certains trades parce que financièrement ils le sentaient pas trop, notamment les trades vis-à-vis de Paul George, etc. Donc ils opèrent quand même sous une légère contrainte financière. Mais voilà, moi j'ai une théorie, peut-être qu'elle sera annulée, hein. Peut-être que finalement les Warriors vont trouver un accord, peut-être qu'il va y avoir un sign and trade, je sais que tu vas en parler après, mais pour moi, ma théorie, c'est que Jonathan Kuminga, puisque puisque l'équipe et le joueur ne vont pas tomber d'accord, va prendre sa qualifying offer et va jouer sa saison, ce qui est très rare, sous qualifying offer. Rappelons que faire ça, pour lui, l'avantage, c'est que l'année prochaine, il sera free agent non restrictif, donc il aura le bonheur de pouvoir signer où il veut. Avec beaucoup plus d'équipes qui semblent avoir du cap et semblent s'être positionnées sur la free agency 2026. Voilà, on en parlait en off. Si tu t'alignes sur 2026, tu peux espérer que les équipes qui auront raté les gros poissons, parce qu'il y en aura forcément, pourront peut-être se positionner sur lui en lot de consolation. Ça, pour ceux qui suivent la NBA depuis peu de temps, ils doivent se dire mais pourquoi personne ne fait ça? Parce que demain, Kuminga se fait les croisés, c'est extrêmement risqué d'un point de vue financier, parce que le contrat auquel il peut prétendre maintenant et celui auquel il peut prétendre l'année prochaine, certes l'année prochaine il aura la liberté de signer où il veut, mais c'est en prenant un énorme risque sur l'année qui suit. Alors je vais prendre mon costume de Tom et je vais essayer de vous expliquer en plus pourquoi le sign and trade qui pourrait se révéler être une solution va être compliqué. C'est la Based Year Compensation Rule qu'il faut expliquer très simplement. C'est que dans le cas de Kuminga qui remplit il faut remplir 4 critères, ils sont remplis par Kuminga. À l'heure actuelle, si Kuminga est envoyé dans un deal, disons par exemple il signe pour 20 millions, peut-être pas, il signe pour 25 millions. Disons qu'il signe pour 25 millions. L'équipe qui va absorber son contrat absorbera que 50%, absorbera 12,5. Vous allez me dire quel est le problème? C'est qu'en fait, pour faire matcher les salaires pour les Warriors, ça veut dire qu'il faut trouver un mec qui gagne 12,5, quoi. Et le problème, c'est que bon, c'est mathématique. En NBA, vu la structure des salaires, plus le salaire que tu peux matcher est élevé, plus le pool de joueurs que tu peux acquérir est grand et plus tu peux acquérir potentiellement des bons joueurs. Vu la structure salariale actuelle, un joueur à 12,5 millions, il n'y a pas des masses de joueurs qui pourraient apporter plus que Kuminga théoriquement pour les Warriors. Donc, je rajouterai un truc sur les Warriors par rapport à Kuminga. J'ai toujours trouvé, et c'est parfois justifié par les fans des Warriors, j'ai toujours trouvé Kerr très dur sur Kuminga. C'est-à-dire que il lui met quand même des taquets dès qu'il a l'occasion de lui mettre un taquet, même si je comprends que dans l'idéal de role player de Steve Kerr, c'est dans un article de The Athletic, il en parlait un peu comme, il voyait comme un Sean Marion. Bon, il y a quand même du taf défensivement. Raté, effectivement, raté. Mais, je pense qu'il a un projet, Steve Kerr, pour Kuminga depuis son arrivée et qui répond pas à ce projet-là et du coup, qu'il est un peu frustré. Je comprends. De l'autre, il faut aussi se mettre à la place d'un joueur qui, tu parlais de
son rôle offensif parfait. Quant à l'usage de Steph, certes qui est pas énorme pour une superstar, mais t'as Steph, t'as Jimmy Butler qui est quand même certes qui a un usage bas, mais tu rajoutes ensuite Draymond qui a parfois le ballon dans les mains. Il y a beaucoup de joueurs qui entravent un peu son appétit gargantuesque en termes d'usage. Donc, je peux comprendre que quand bien même il y a des questions sur le QI défensif, il y a des questions sur la le vision QI offensif, on va pas se aussi, mentir. la vision qu'il a peut-être de lui-même, qui est peut-être un peu où il se voit trop beau, clairement. Je trouve qu'il n'a pas été mis dans les conditions parfaites pour voilà s'épanouir. Après, on l'a déjà dit, c'est le côté négatif de la double timeline, c'est qu'à vouloir produire des joueurs qui aient déjà un rôle dans une équipe compétitive, tu leur permets pas de faire des erreurs. Ah. Disons que, tu vois, si tu prends la draft 2021 des Warriors, Moses Moody a mieux réussi à s'adapter, on va dire, aux Warriors, même s'il lui a fallu plus de temps pour s'intégrer au collectif que Jonathan Kuminga, mais parce qu'il fit un peu plus le moule d'une équipe compétitive avec ces porteurs de balle là. C'est un bon défenseur, il est pas forcément obligé d'exister avec la balle comme c'est le cas de Jonathan Kuminga. Enfin voilà, Moody est plus dans un mood de role player d'une équipe compétitive, alors que Kuminga c'est un joueur encore extrêmement brut, c'est un joueur qui s'est peut-être pas développé au goût de Steve Kerr, que ce soit en termes de niveau de jeu ou que ce soit en termes de profil de joueur. Mais par contre, oui, c'est quelque chose qui est un peu moins valuable, on va dire, dans une équipe réellement compétitive, cet aspect-là scoreur. T'aurais préféré effectivement avoir un Andrew Wiggins bis avec Jonathan Kuminga, ce type de profil-là, plutôt qu'un espèce de feu follet qui a des grosses lacunes défensives, qui a des grosses lacunes au playmaking, enfin voilà, qui est un profil extrêmement imparfait. Et ces erreurs-là, le problème pour Kuminga aussi, dans son parcours de carrière, c'est que entrer dans son deuxième contrat, là, dans son potentiel prime, les équipes vont se diriger vers des prospects plus jeunes. En fait, les équipes vont pas lui offrir les munitions pour se développer comme il le souhaiterait. Donc bon, mariage imparfait, tu l'as dit, peut-être qu'il va perdurer. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Minigold, sur les Warriors? Moi, j'ai envie de dire que ils vont devoir trouver des solutions. Ils vont devoir ne pas sous-estimer la capacité des Warriors à quand même essayer de faire une espèce de move splash, tu vois, de trade qui chamboule tout, parce qu'en soi, c'est ok. Draymond, Curry, Butler, ils prennent 85% de la payroll, d'accord. Mais par contre, en termes de pick de draft, ils ont quand même 4 picks de draft qui peuvent trader, et ils ont un swap, je crois, aussi. Donc, t'as 4 picks tradables plus un swap. Bon, pour les Warriors, pour le coup, quand tu as déjà cette soupape, enfin ce socle avec Curry, Butler et Draymond, je sais que du côté de Mike Dunleavy Jr., on est prudent sur l'utilisation des assets parce qu'on veut pas non plus handicaper le futur, parce que potentiellement avec ce trio-là, le futur il peut être très court. En tout cas, les années restantes de ce trio-là, elles peuvent être très courtes, mais ils ont quand même les assets pour justement se dire tiens, on va essayer de, je sais pas moi, on va essayer. Après, ils sont au niveau des salaires, ils vont difficilement trouver l'agrégat de salaire pour récupérer un bon joueur, ou alors il faudra en envoyer plusieurs, parce que forcément, quand t'as 3 joueurs qui prennent 85% du gâteau, le reste qui prennent les 15%, ils ont des tout petites parts, donc il va falloir être un petit peu créatif. Toujours est-il que, tu vois, on va parler des Nuggets dans cet épisode, on va parler des Cavs. C'est peut-être des équipes qui semblent être un peu mieux loties en termes de personnel, mais qui n'ont pas les assets qu'ont les Warriors en termes de pick de draft pour potentiellement essayer de récupérer un truc, tu vois. Je te dis une connerie, mais si jamais ils veulent se positionner sur Cam Johnson, tu vois, puisqu'on parle des Nets, potentiellement t'as moyen de goupiller le truc, ça peut marcher, ça demanderait des concessions d'un côté comme de l'autre, mais tu peux goupiller quelque chose. C'est pas le cas si les Nuggets ou si les Cavs ils veulent Cam Johnson, ils vont répondre non merci quoi. Tu sais qu'en termes de premier tour, la seule obligation qu'ils ont, c'est si leur pic 2030 tombe entre 21 et 30, il va à Washington. C'est la seule obligation sur les premiers tours, là où, tu l'as très bien dit, toutes les équipes qu'on va aborder ensuite, Boston, c'est un cap. Les Cavs et Denver n'ont pas le contrôle de tous leurs choix sur les prochaines années. Ils n'ont même pas le contrôle de la plupart de leurs choix. Donc, c'est aussi, là, ça par contre, c'est le point positif de la double timeline, c'est en investissant beaucoup sur tes jeunes, ils se sont, et en ayant un trade, en investissant sur Jimmy Butler de manière raisonnée, parce qu'avec le recul,
Quand bien même je suis pas, et ça se voit des fois dans mon DH20, j'aime bien Jimmy Butler, mais je suis pas dans les fanatiques de Jimmy Butler. Le trade est plutôt bon parce que tu l'as juste un premier tour et des role players, bien évidemment, de Wiggins, etc. Bah, ça te permet d'avoir le contrôle sur tes choix. Après, je serais curieux de voir à quel point ils voudraient hypothéquer le futur à long terme pour leurs 2 prochaines années. Parce que, disons qu'il reste 2 ans à Steph, à quel point ils seraient prêts à hypothéquer jusqu'à 2032 pour ça. Ils seraient prêts. Moi, je pense qu'ils seraient prêts à en hypothéquer une partie, mais qu'ils feraient pas encore une fois, un espèce de splash move où ils envoient, tu vois, les 4 first plus un swap. Ouais, ils font pas Giannis, quoi. Non. Après, si Giannis est disponible, tu vas sur plus long que 2 ans, ouais. de facto, de par l'âge de Giannis. Mais si tu vas, je sais pas, moi, tu vois, au mois de février, là, ils étaient pas loin de faire KD, avant de vouloir faire Jimmy Butler. Bon, bah, peut-être que, là, ils auraient financièrement, ça aurait été catastrophique. Ce serait jamais arrivé. Mais tu vois, si, par exemple, ils avaient eu l'opportunité de refaire KD, je sais pas s'ils l'auraient fait. C'est vrai qu'il aurait été, en parlant de mariage un peu... là, les fans de CBA comme Tom qu'on salue se seraient amusés, hein, parce que là, avec KD en plus, on aurait rigolé. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur eux? Non, on les retrouve l'an prochain, ils vont encore être pour la gratter. Et puis, on salue les fans des Warriors, bien sûr, qui sont toujours courtois dans les commentaires et qui nous aiment beaucoup. Qui nous adorent. Là, je me demande ce qu'ils vont trouver. Je t'avoue que c'est un petit peu la petite surprise. On a peut-être été trop méchant avec Kuminga, tu vois. Je sais pas. Mais je sais pas. La fanbase, elle est pas si. Elle est polarisée sur Jonathan Kuminga. C'est comme Jalen Brown, tu vois. C'est pour Boston, on va en parler, mais il y a vraiment les pour et les contre. Hein. Il y a les anti ou les pros, mais il y a assez peu qui se trouvent in between. Faudrait faire le podcast qui est le Jalen Brown de votre franchise. En fait, tu trouves le Jalen Brown pour toutes les franchises. Bien, ça, c'est une bonne idée, ça. Parce que ça, j'essaye. C'est pas mal, ça. Hein. En vrai, il y en a où ça se trouve il y en a où c'est simple, mais il y en a où tu galères un peu, quand même. Genre, le Jalen Brown des Hawks, c'est qui? Je suis matrixé parce que j'ai direct pensé aux Hawks. Je sais pas t'as vu? Le Jalen Brown des Hawks. C'est Capella? Ouais, mais maintenant, il est plus titulaire. C'est Onyeka Okongwu, du coup? Je pense, c'était Capella avant qu'il soit dégagé par Okongwu. Je pense que c'était lui. C'est qui le Jalen Brown des Lakers? C'est Rui Hachimura? Ah. Il est pas assez bon. Bah ouais, mais du coup, il y a pas de pro ou d'anti-Austin Reeves, donc ça marche pas. Ouais, c'est... Tu vois, on a une idée. Allez, dites-nous dans les commentaires si vous êtes chaud pour cette idée. On a trouvé un truc. Alors, on va continuer. On va parler des Cavs, énorme saison régulière. Malheureusement, ils sont tombés sur la magie noire des Pacers au second tour des playoffs. Constant, tu me disais en off, parmi tous les post-mortem, c'est peut-être un des seuls, je te cite, où tu as envie de dire à l'équipe en question, recommencer. Ouais. Bah, on fait des post-mortem parce que le moment où les post-mortem ont débuté, c'est l'année où moi j'ai débuté à De Kebdo, donc on fait des post-mortem depuis 2023. Donc c'est la 3e année des post-mortem. J'ai envie de dire, il y a ce côté run it back parce que pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un effectif qui a été confronté à la magie noire des Pacers. Ça, d'accord. Ça, on va pas se mentir. Les Pacers, ils tirent à 42% à 3 points sur la série. Le Game 1, ils le remportent en tirant à quoi? 19 sur 36 à 3 points. Bon, ça pique un petit peu. Le Game 2, ils le perdent. C'est espèce de comeback, là, avec Haliburton, où ils sont menés de 8 points à 45 secondes. Enfin, voilà, c'est la magie noire des Pacers. Même le match 5, ils mènent de 18, et puis après, ils s'écroulent dans le clutch. Enfin, voilà. C'est une équipe qui est tombée, d'une part, sur la magie noire des Pacers. C'est une équipe qui a été qui est tombé sur les blessures au mauvais moment, j'ai envie de dire, puisque les Cavs, c'était la 5e équipe, je crois, qui avait le moins de matchs loupés par blessure sur l'intégralité de la saison régulière. Et une fois que tu arrives en playoff, bim, Darius Garland, Donovan Mitchell, DeAndre Hunter et Evan Mobley, quasiment l'intégralité de ton starting five a été blessé. Darius Garland s'est fait opérer. Alors, l'opération de Darius Garland, moi, j'appelle ça la don't train me rule. Tu vois, c'est que Darius Garland, il est blessé depuis le mois de mars. Les Cavs, ça faisait 3 semaines qu'ils étaient éliminés. Il a vu son nom au Magic, il s'est dit moi ça me plaît pas, Mickey, etc. Moi, je veux rester avec les Cavs. Il s'est dit non,
je me fais opérer et puis je serai prêt que pour le training camp, voire même la pré-saison. Donc vous allez pas me trader, hein. On va pas trade pour un joueur blessé. Donc tu sens que le timing pour l'opération est quand même assez bien senti. Mais blague à part, non, c'est une équipe qui a été meurtrie par les blessures, mais pas les grosses blessures, type ce que tu as eu avec Liberton, ce que tu as eu avec Jalen Brown. C'est des petits bobos qui font que les joueurs sont quand même là, mais du coup sur le terrain c'est extrêmement décevant. Moi le seul truc, et c'est pas du tout contre la fanbase des Cavs, hein, j'ai rien contre cette équipe des Cavs, juste moi je me satisfais de voir que il y a pas de recette magique pour éviter les blessures, et que tout ce truc qu'on nous a vendu des Cavs durant l'intégralité de la saison régulière, regardez le minutage, Donovan Mitchell il joue moins de 30 minutes, machin, qui est souvent opposé à, j'ai envie de dire, les coachs qui coachent à la Tom Thibodeau, à savoir plus de 38 minutes, etc., 40 minutes pour tous les titulaires. Et tu vois que il n'y a pas de solution miracle. Même en jouant 29 minutes, t'as autant, ou en tout cas pas beaucoup moins de chances de te blesser que des mecs qui jouent 38, 39, 40 minutes. Donc il n'y a pas de recette miracle. Malheureusement pour les Cavs, j'ai envie de dire que c'est tombé au pire moment, c'est tombé en pleine demi-finale de conférence. J'avais lu, alors ça a vérifié, peut-être qu'on a des médecins parmi notre audimat, j'avais vérifié j'avais lu, je me rappelle avoir lu il y a peut-être 2 ou 3 ans à ce propos-là que c'était beaucoup plus, et c'est pour ça qu'il y avait cette épidémie de matchs ratés, parce que plus que jouer 5 minutes de moins sur un match, c'était rater des matchs qui étaient beaucoup plus, qui permettaient vraiment au corps de se reposer. Et que, en gros, cette idée de jouer 4 minutes de moins ou d'avoir une gestion d'apothicaire des minutes, ça n'avait pas forcément un impact tel que de rater des matchs. Voilà, tout simplement. Je te rejoins là-dessus. Là où ça fait mal quand même, c'est que la série, il a perdu 4-1, mine de rien. Et ça a un 4-1 qui est, je dirais, circonstanciel. Ouais. Oui, ils perdent 4-1. J'ai eu un doute, j'ai eu un gros doute. Ils perdent la série 4-1. Et ce qui me fait mal, en fait, un peu, en lisant un peu ce qui a été écrit sur les Cavs sur les 2 dernières saisons, c'est que leurs saisons régulières sont à chaque fois couronnées de succès, là, plus de 60 victoires, etc. À chaque fois, leur sortie en playoff fait vraiment tâche. Et là où autant la série contre les Knicks, il y a des vrais problèmes structurels au niveau basket, là, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a il y a d'à côté la magie noire des Pacers, certes, et les bobos qui sont arrivés au mauvais moment. Mais ce que j'aimerais aussi mettre en avant, et j'aimerais qu'on discute là-dessus, c'est Atkinson n'a pas arrêté de répéter pour la saison régulière. Si je fais jouer mes joueurs pas beaucoup de ces 29 minutes et quelques, c'est que d'un côté, je veux préserver leur corps, et de l'autre, je veux avoir une rotation deep parce que je jouais à 8, 9, 10. Ma question, Constant, c'est est-ce qu'ils ont vraiment, on en parlait dans l'épisode OKC, il te faut 8, et tu avais même rajouté, ouais, mais il faut que les 8 soient jamais potentiellement pas les mêmes selon le match-up. Est-ce qu'ils ont cette profondeur-là? Non. En plus, les Cavs ont eu cette problématique, c'est que Ty Jerome a décidé de nous faire une Teddy Bridgewater. Alors, pour ceux qui ne suivent pas la NFL, Teddy Bridgewater, c'est un QB qui a voyagé un petit peu partout. Il se retrouve aux Vikings. C'est ça, c'est Vikings. Non, c'est Sam Darnold. Oh, je sais plus. Bref. Non, c'est Sam Darnold. Oh, je sais plus. Non, c'est Sam Darnold. C'est Sam Darnold. C'est pas Teddy Bridgewater. Il est blanc ou parce que en fait. Non, il est blanc. C'est le QB des Vikings. Donc c'est Sam Darnold. C'est Sam Darnold. C'est Sam Darnold. Donc Sam Darnold, il était aux Jets, c'était catastrophique. Puis il est arrivé aux Vikings, il fait une super saison et tout le monde se dit il va prendre la kitcha, il va prendre l'argent. Il perd tout en 2 matchs la dernière semaine de saison régulière, plus un match de playoff où il est catastrophique sur les 2 matchs. Et du coup, sa prolongation de contrat, son compte en banque s'est réduit à peau de chagrin. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose pour Ty Jerome. On avait parlé quand on a fait les trophées de fin de saison. On avait dit, moi, je l'avais mis en MIP, je l'avais mis, je crois, 2e du Six Man of the Year. La série face à Miami, sans Darius Garland, enfin, une série, non, le démembrage en règle du 8, le démembrage en règle du 8, c'était même pas une série. Il avait été bon, mais on va dire qu'il y avait un tel écart de niveau que c'était difficile d'être mauvais face à cette équipe du 8. Par contre, sur la série face aux Pacers, il a été catastrophique. Et des 2 côtés du terrain, j'ai envie de dire. Il y a un stretch sur le match 1 et 2. Oh, je sais plus les pourcentages, mais j'ai même pas envie de les citer tellement ils sont dégueulasses. Je crois que c'est le match 2 où il a 1 sur 14 au tir. Quelque chose comme ça. Il doit y avoir 1 sur 14 au tir au match 1, il doit y avoir 1 sur 3 1 sur 8 au match 3. Enfin, c'est immonde ce que 1 sur 4. Oh là là, c'est pour ça qu'il est au contrat max, hein. 1 sur 14 dans le match 2, 1 sur 8 dans le match 3. C'est horrible. Après, il a arrêté de tirer. Donc...
Ouais, de bah oui. surcroît. Et son temps de jeu ensuite a drastiquement diminué. Mais est-ce qu'ils sont 8 deep? Pour moi, déjà, ils sont pas 10 deep. Ça, c'est clair. Ils sont pas 8 deep non plus. Quand tu vois qu'ils sont obligés de se remettre au niveau du minutage. Alors oui, il y a des blessures, mais ils sont obligés de se remettre à Sam Merrill. Ils sont obligés de se remettre un peu à Dean Wade. Ils sont obligés de ressortir Isaac Okoro. Enfin voilà, ils sont obligés de ressortir ces joueurs-là. Alors, pour moi, c'est pas des joueurs, allez, Sam Merrill peut-être. Dean Wade, moins. Mais c'est pas des joueurs qui sont, justement capables de jouer dans des séries de playoffs à haute intensité. Leur rotation, théoriquement, leurs vrais bons joueurs, et on en avait parlé quand on avait fait le power ranking, ils sont à 7, quoi. Ils sont à 7 avec Max Strus et avec Ty Jerome. Et comme là, Ty Jerome était pas là, et qu'en plus de ça, DeAndre Hunter était blessé et était 9 crans en dessous de ce qu'il était capable de faire offensivement, bah, tu t'en es remis à l'énorme série de Donovan Mitchell qui a été sur le match 1, 2 et 3 relativement impérial. Mais en dehors de ça, c'était très difficile. Donc non, ils sont peut-être, non, même pas, ils sont même pas 8 deep, hein. Honnêtement, ils sont même pas 8 deep. Ils sont 6 très forts, 7, 8, ça devient compliqué. Ouais, ça devient compliqué, sachant que je sais que Dean Wade a une. Faudrait faire l'épisode sur le joueur qui a un amour totalement inconsidéré par la fanbase, Dean Wade, en l'occurrence sur les Cavs. Dean Wade est bon, mais Dean Wade avait des soucis de blessure. Et on en parlait encore une fois. Pour moi, il y a un vrai intérêt à faire un espèce de parallèle avec l'épisode OKC. Ils sont pas métamorphes. Hein. Ils ont leur petit backcourt les limite sur beaucoup de choses. Certes, ils peuvent faire jouer, ils peuvent mettre des 5 avec Mobley en protection de cercle et Mobley plus en 5, mais ils sont assez limités dans ce qu'ils peuvent offrir. Encore une fois, on pinaille parce que c'est une très très bonne équipe. Moi, ma question, c'est d'abord quel mouvement on peut faire, Constant. Tu parlais de Ty Jerome, Bobby Marks de cap front office gourou d'ESPN d'expliquer que vu leur situation financière actuelle, re-signer Ty Jerome, si tu lui donnes un contrat de 14 millions par an, les 14 millions, tu les payes en 80 millions de luxury tax. Voilà. Donc, il y a un moment, pour Sam Darnold, je ne sais pas si tu donnes 80 millions l'année. Sachant qu'en plus, il y a une vraie question sur la pérennité du niveau de Ty Jerome. Vous l'aviez bien dit dans l'épisode sur les trophées. C'est une saison. Donc, ça fait cher la luxury tax pour un joueur sur lequel tu as peu de garanties en dehors de la saison fabuleuse qui vient de sortir. Est-ce qu'une des solutions, ça serait trader un des joueurs genre Isaac Okoro, par exemple, même si il y a des rumeurs, mais le marché semble un peu timide, ou alors pour toi, il faut vraiment ne pas toucher à l'effectif? En fait, ils vont être contraints là aussi par les foudres de la seconde apron, parce que ce que je trouve marrant, les Cavs, ce que je trouve marrant, non, mais ce que je trouve assez ironique et qui montre à quel point la seconde apron, plus tu vas loin, plus ça commence à être assez impardonnable en termes de montant que tu vas payer. On va parler des Nuggets là juste après. Les Nuggets, ça fait 4 années de suite que c'est une équipe qui est au-dessus de la luxury tax. Donc il y a la repeater tax, donc plus vous êtes souvent dans la luxury tax, je bégaye, mais plus vous êtes dans la luxury tax sur un nombre d'années consécutives, plus le montant, c'est plus $1 dépensé pour $1 réel, c'est $1 dépensé pour 3,5 dollars réels. En gros, pour vous faire le topo, les Cavs, c'est la première année où ils sont dans la luxury tax, et d'ailleurs, c'est le choix qu'ils avaient fait, hein. À partir du moment où ils traitent DeAndre Hunter, ils étaient passés en dessous de la taxe l'an dernier, mais pour prendre plus cher encore cette année, ils vont payer 57 millions de luxury tax bill. Les Nuggets, ils vont payer genre 36 millions, alors que ça fait 4 ans qu'ils sont dans la taxe. C'est juste qu'ils sont pas au niveau de la seconde apron. Mais ils vont être bridés, j'ai envie de dire, par la seconde apron, parce que déjà, tu peux pas agréger les salaires, donc tu es obligé de faire un joueur solo, et tu peux pas recevoir plus d'argent que ce que tu envoies. Donc en gros, il faut un joueur qui ait un rendement supérieur à celui d'Isaac Okoro, un ou deux joueurs, ça va être très compliqué, et qui prend 11 millions maximum la saison. Ça va être difficile. Et tu vois, pour moi, c'est pour ça que j'ai envie de dire, t'es tellement dans une mouise financièrement que tu ne peux plus faire marche arrière et que limite tu dois les payer les 80 millions de Ty Jerome. T'es obligé de les payer parce que tu perds un joueur qui a été performant sur ta saison régulière et qui en plus ne pourra pas être remplacé. Hormis si tu estimes, je sais pas, que Jalen Tyson, par exemple, c'est capable de devenir un joueur de rotation. Peut-être, hein, peut-être que ça va être le cas. J'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Et si tu restes dans cette optique de jouer 9-10 deep, eh ben, t'es obligé pour moi d'avoir Ty Jerome. C'est douloureux, ça va être pénible, mais en l'état, ils ont pas trop le choix. Et encore une fois, la performance d'Evan Mobley et le fait qu'Evan Mobley soit au max, au super max pour les seconds contrats, savoir 30% du cap, eh ben, ça les pénalise encore plus. Est-ce que
imaginons si tu fais ce choix-là, c'est-à-dire celui de garder Ty Jerome, est-ce que ça veut dire que ton projet, il a 1 an encore? Ça dépend combien le proprio est prêt à payer. Parce que si tu regardes sur l'année 2026-2027, il y a l'extension de Jarrett Allen qui va rentrer en compte. Donc là, pour le coup, ils vont faire 2 années de suite au niveau de la seconde apron. Et là aussi, ce que je trouve rigolo, c'est que, puisque si tu es si tu es 2 années de suite dans la seconde apron, ton pic à N+7 est freeze. Tu ne peux plus l'échanger. Et du coup, la seule manière qu'ils peuvent échanger leur pick 2032, les Cavs, c'est cette année, du coup, avec la règle. Enfin voilà, il y a un truc extrêmement rigolo avec la seconde apron qui est vraiment une torture pour n'importe quel front office, je pense. Ils doivent se Faudra faire la tripatouiller. seconde apprendre 2 ans après, parce que on salue Amine et Tom, ils en avaient parlé. On avait parlé aussi l'été dernier, tous les trois, hein, quand on avait fait un épisode sur le CBA et les répercussions 1 an après, on l'avait déjà vu. Hein. Mais là, ça commence à arriver pour les autres équipes. Ouais. On va dire que ça commence à piquer pour, tu vois, les équipes pour qui la seconde apron piquait l'an dernier, c'était des équipes qui financièrement étaient déjà dans le mal avant le nouveau CBA. Les Clippers, les Warriors. C'était pas viable de base. Voilà, c'était pas viable. Là, pour le coup, les équipes qui vont se retrouver dans les difficultés avec la seconde apron, c'est pour des équipes qui se sont mises dans la seconde apron depuis son existence, tu vois, avec les Wolves, avec les Cavs, avec potentiellement le Thunder dans 2 ans. Et c'est pas des constructions ahurissantes en termes de contrats. Certes, il y a beaucoup de les Cavs, ils ont 3 joueurs qui prennent 85% du cap, tu vois. Mais ils ont 100% du cap sur 4 joueurs, quoi. Donc c'est pas les Suns, quoi. Enfin, c'est voilà Salut Greg. Salut Greg. Je trouve que la cohérence est un peu plus respectée. Voilà, mais voilà, je ferme ma parenthèse. Mais je te laisse continuer. Donc, selon ce que veut dépenser le proprio, oui ou non. C'est un peu bête aussi, mais selon les résultats, c'est-à-dire que si tu payes la taxe de manière super élevée, cette année, il va falloir commencer à prouver en allant en finale de conf ou en passant ce cap de la finale. Oui, en allant en finale de conf à minima, je dirais. De toute façon, ils vont être à partir du moment où tu es une équipe de la seconde apron, sauf encore une fois pour les Suns, t'as la pression du résultat qui est beaucoup plus importante puisque t'as un proprio qui globalement ne va pas dépenser son argent de manière illimitée et que même si t'as un proprio qui est prêt à dépenser son argent de manière illimitée, ce n'est pas tenable hormis si tu as typiquement le modèle d'OKC, si tu as 15 picks de draft qui sont pas à toi, et potentiellement tu peux te dépatouiller pour essayer de continuer d'améliorer ton effectif, on va dire sur la recherche du 8, 9, 10. Mais si t'as plus tes pics, pour le coup c'est beaucoup plus pénalisant parce que t'as plus cette opportunité vraiment de te renforcer. Et du coup t'es un peu obligé de vivre avec des minimums vets et de lancer une pièce en l'air sur les minimums vétérans. Et c'est pour ça que les Cavs pour moi doivent run it back et un peu run it back coûte que coûte parce que comme je l'ai dit, finalement c'est une équipe qui a perdu même si la défense, leur première mi-temps du match 4 là où ils prennent le 80-39. 80-39 quand même. Il y a plus 41 à la mi-temps. Ils peuvent revenir à 2-2. Hein. Mais tu regardes le match 1, c'est totalement dans leur corde de le prendre. Le 2, ils sont censés le gagner. Enfin voilà, c'est quand on fera le post-mortem sur Indiana, on pourra dire oui, mais sauf qu'à chaque fois Indiana a gagné. Donc mais il y a plein d'équipes, je pense, quand on va faire le post-mortem sur Knicks, on va dire oui, mais s'ils perdent pas le game 1. Toujours est-il qu'ils ont perdu le game 1. Mais ils doivent run it back. Pourquoi justement? Parce que s'ils décident de run it back, pour moi, hein, c'est les favoris à l'Est. Hein. Assez largement. Hein. Puisque Boston est décomposé, il n'y a pas Indiana, Indiana et TJ McConnell, c'est le meilleur joueur du monde. Donc potentiellement, s'il passe titulaire, c'est un sleeper pour le candidat, pour le titre de MVP. Et Indiana semble quand même être moins fort sans Tyrese Haliburton. Donc finalement, les Cavs semblent être un peu par défaut et un peu quand même, malgré de par ce qu'ils ont montré sur la saison régulière l'an dernier, les favoris pour sortir d'un Ouest qui est ultra ouvert. Mais je te rejoins, on en parlait en off après l'épisode OKC. Là, tu me demandes au 26 juin, on crame le jour où on a enregistré. De toute façon, vous l'auriez deviné avec la draft. C'est les Sixers. Alors, quel est ta physique pour Paul George, quelle est ta physique pour Joel Embiid, voilà, sur c'est quoi, ouais, Philly en théorie, mais Philly, je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on abandonne la théorie. Ouais, donc oui, c'est là aussi où ça a de l'intérêt pour eux. C'est pour ça que pour moi, ça se conjugue à l'obligation de résultat total, c'est-à-dire que si tu face à l'est, un est, c'est pas désertique comme ça, t'es obligé d'aller loin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les Cavs, Constant?
faut trouver un ailier. Hein. Je maintiens cette problématique de l'ailier. J'aime bien DeAndre Hunter, hein, mais je trouve que c'est une équipe qui pâtit quand même. J'ai du mal malgré les 64 wins en saison régulière, j'ai quand même du mal avec cette espèce de polarité que tu peux avoir de cette association des deux bigs où tu as voulu essayer de rajouter un troisième pour te dire, bon, bah, quand même, on l'aime bien, mais en fait, Evan Mobley au poste 5, bah, t'as quand même envie de mettre un autre intérieur et pas passer tout petit. Enfin, je trouve que j'ai toujours un peu de mal avec la construction de ce roster où, bah, d'un côté, t'as un backcourt qui est extrêmement petit, t'as un front court qui est extrêmement grand. Alors oui, dans la NBA actuelle, j'ai envie de dire que c'est plutôt les backcourts extrêmement, enfin les fronts courts extrêmement grands, c'est plutôt la tendance. Mais voilà, j'ai toujours un peu de problématique et j'avoue que cette notion d'ailier de poste 3, bon, ils l'ont un peu compensé avec l'arrivée de DeAndre Hunter, mais ça me satisfait toujours pas. J'avoue que derrière DeAndre Hunter, j'ai toujours cette incertitude de dire, ah voilà, à l'aile, moi j'ai un vrai problème à l'aile parce que ils vont pas trop souffrir à l'est. Hein. Là, on se projette déjà potentiellement sur les playoffs de l'an prochain, mais ils vont pas trop souffrir face aux ailiers de l'est. Par contre, à l'ouest, il y a 2-3 gars qui peuvent être défendus que par des ailiers. Ouais, je te rejoins là-dessus. Puis peut-être c'est en termes de skill set offert par les duos de Big, ou peut-être que autant défensivement celui des Cavs est impérial, mais moi ma question elle reste offensive avec les Cavs sur leur capacité à vraiment produire offensivement de manière répétée sur les séries de playoffs. On salue Greg qui est un grand fan des Cavs et qui va nous dire mais qu'est-ce que vous avez dit à propos des Cavs, mais t'as vu des trucs avec Evan Mobley, la progression offensive d'Evan Mobley cette année est très bonne. J'allais dire, je pense que c'est Evan Mobley qui est... De toute façon... C'est lui la clé. Hein. On avait fait un épisode l'été dernier. On avait dit qu'ils étaient bloqués. Ils se sont améliorés parce que Mobley a passé un step. Le prochain step, c'est Mobley qui rentre fermement dans le DH20 pour leur permettre de toquer à la porte des finales NBA, peut-être. Voilà. Oui. Et puis, moi, je mettrais quand même un petit point d'interrogation. J'ai envie de dire que tu vois, il y a ce côté où... il y avait deux duos. Alors, pas cette année parce qu'ils étaient très forts, mais il y avait deux duos. On va dire, il y avait le duo Donovan Mitchell, Jarrett Allen, et il y avait le duo Darius Garland, Evan Mobley. Le premier était souvent reproché de prendre un peu trop de place pour empêcher au deuxième de se développer. Là, j'ai envie de dire que c'est un peu, tu vois, il y a la blessure, ok. Mais ça fait quand même 2 années de suite, je trouve, où Darius Garland en playoff est loin d'être impérial. Il est pas bon, ouais, on peut même dire qu'il est pas bon. Bon là, il y a la blessure, donc c'est vraiment un facteur aggravant, où j'ai envie de dire, où ça le dédouane plutôt. Mais Jarrett Allen, j'ai l'impression que les Cavs essayent de s'en débarrasser, ou en tout cas seraient pas totalement fermés à l'idée de le trade. Je trouve que il faut pas sous-estimer non plus l'apport terrain que peut avoir Jarrett Allen, et surtout, si jamais tu viens faire un trade de Jarrett Allen, je pense pas qu'ils le feront, parce que encore une fois, la seconde apron, etc., etc. Mais ça déstructure en fait complètement la physionomie de ton équipe parce que tu vas pas faire du poste pour poste. Je vois pas trop l'intérêt de trade Jarrett Allen pour récupérer un autre intérieur. Donc tu pars dans une physionomie de construction de roster qui est complètement différente. Donc ouais, je trouve que même si lui aussi a ses défauts en playoff, Jarrett Allen est loin d'être impérial. C'est quand même un espèce c'est un joueur plancher, on va dire, dans cette équipe des Cavs. Si tu veux prendre le joueur plancher, c'est un peu Jarrett Allen qui est toujours plus ou moins régulier dans ses performances et qui apporte quand même quelque chose dans cette équipe des Cavs qu'il faut pas mésestimer, mais si on va dire que Evan Mobley prend de plus en plus de place et que le niveau entre les deux se creuse de plus en plus. De toute façon, Darius Garland, vous connaissez mon amour pour les joueurs petits en playoff. Je vais pas refaire un monologue, mais je reste toujours sceptique sur les joueurs sous-dimensionnés en playoff. En plus, quand on voit l'intensité des finales NBA, bref, ça m'amène à beaucoup de questions. On va s'envoler. Constant, on va partir du côté de Denver. Denver, donc, victime du futur champion OKC en 7. J'avais une première question sur Denver, mais on va peut-être la garder, Constant. Cette équipe peut faire quoi concrètement cet été? Parce que elle est, point de vue pic, cette équipe n'est pas dans une bonne situation. J'avais leur pic sous les yeux, bien évidemment, j'ai changé la page, voilà. Ils ont leur pic 2026, mais ensuite, ils ont plus ou moins aucun pic jusqu'à 2031-2032. Ensuite, d'un point de vue salarial, quand tu prends les contrats de Michael Porter Jr., on va dire qu'il y a sur la sellette, en tout cas, qui pourrait être échangé, c'est une possibilité, mais quand tu prends les contrats de Michael Porter Jr.,
Jamal Murray, de Nikola Jokic, etc. Ils ont très très peu de marge salariale. Et de l'autre, ils ont toujours cet espoir autour de jeunes joueurs qui continuent à responsabiliser. Est-ce qu'ils ont beaucoup de moyens de s'améliorer? Parce que tout le monde a dit après l'élimination en 7, il faut améliorer cet effectif pour Nikola Jokic. Ma question, c'est comment? C'est la question, c'est comment tu peux faire, parce que là aussi, c'est une équipe qui est au-dessus de la première apron, donc qui est au-dessus de la première apron avec des joueurs. Genre, j'ai même envie de dire, la question, c'est comment ils vont faire pour ne pas s'affaiblir, puisque en soi, il y a Russell Westbrook qui a une player option. Alors, je sais plus s'il a déjà refusé ou si c'est pending, j'ai oublié. Mais Russell Westbrook, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on ne peut pas nier le fait que c'est un joueur qui a apporté beaucoup plus sur le terrain que le montant de son contrat cette saison. Donc, visiblement, il l'a décliné. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, potentiellement, si tu venais à perdre Russell Westbrook, c'est déjà une équipe. Je crois que le starting five, il a marqué il tournait à 95 points de moyenne, le starting five marqué. C'était le plus haut total pour un starting five depuis la fin des années 80. Enfin, ça doit être Denver limite cette équipe-là, parce que les Denver dans les années 80, le trio là, Kiki Van de Wege, Alex English et David Thompson, fin 70, début 80, ça scorait un paquet de points. Mais il y a Danny Sell aussi au milieu des années 80. Enfin bref, je divague. Mais ouais, comment ils peuvent s'améliorer? Pas trop, parce que comme tu l'as dit, ils ont 2 firsts qui sont tradables. Ils peuvent pas recevoir plus de salaire que ce qu'ils envoient. Et finalement, c'est aussi la problématique que j'ai évoquée avec les Warriors, c'est que quand tu as 3 joueurs qui prennent 100% du gâteau, si jamais tu veux faire des transferts, c'est compliqué, parce qu'il faut agréger plein de petits contrats, ou alors il faut faire un move, un gros move qui restructure un petit peu toute ton équipe. Alors les Nuggets aussi, ils ont toujours pas de GM. Faudrait peut-être commencer à en trouver un. Parce qu'il me semble qu'ils ont toujours pas de GM. Mais bref. Bon, ils ont trouvé un coach avec David Adelman. Ça, c'est très bien, par contre, qui a fait des bons playoffs. Mais oui, t'as l'extension de Jamal Murray qui va être très compliquée. Tu as toujours l'Arlésienne Zik Nagy. Tu vois, Zik Nagy qui prend toujours ses 9 millions. T'as 5 millions pour Dario Saric aussi. Tu te demandes ce qu'ils font là. Mais ce qu'ils font là, c'est 5 millions. Michael Porter Jr. semble être le joueur tout désigné pour améliorer l'effectif, mais qu'est-ce que tu vas potentiellement avoir pour améliorer l'effectif avec les 38 millions de Michael Porter Jr., un first et un swap? C'est quoi les besoins de cette équipe de Denver? C'est de la profondeur, d'accord, mais c'est de la profondeur et d'apprendre à jouer sans que Nikola Jokic soit l'alpha et l'oméga de cette équipe. C'est-à-dire que ce qui était bien avec la fin de saison, avec le départ de Michael Malone, c'est que David Adelman a commencé à responsabiliser un petit peu plus tout le monde, et que c'était plus ce qu'il faisait sous Michael Malone, c'est vas-y Jokic, sauve-nous. Mais par contre, c'est technique qui a eu des résultats. Non, mais ça a très bien marché. Ça a très bien marché, on va pas se mentir. Mais quand même, l'année où Denver est champion, c'est l'année où le collectif il tourne le mieux. T'as Jamal Murray qui est très bon, t'as KCP qui est utile, t'as Bruce Brown qui est là, etc., etc. Alors que là, encore une fois, c'est l'Arlésienne aussi. C'est les minutes sans Jokic qui sont catastrophiques. Et sur la série face à OKC, ils perdent aussi une grande partie de la série parce que les minutes sans Jokic sont extrêmement mal gérées. Et voilà, j'ai envie de dire comment tu peux t'améliorer comment tu peux améliorer cette équipe, sachant que Russell Westbrook est sujet à partir, que Michael Porter Jr., un first plus un swap, ça va pas attirer grand-chose, et surtout, vers quel type de profil tu vas t'orienter, quoi. Sachant que la valeur de Michael Porter, elle est pas au mieux. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est toujours ce truc, faut un peu tempérer les fans de certaines équipes, c'est que si tu veux absolument trader ce joueur-là, les autres franchises ne sont pas dupes. Ils savent que, du coup, le joueur n'est pas forcément à plus de valeur. Je te rejoins assez, ils ont besoin de profondeur. Alors, ils ont besoin de profondeur et ils ont besoin aussi d'arrêter, et on a souvent parlé de ça dans l'épisode sur OKC. Encore voilà, il faut avoir un profil métamorphe. Il faut qu'ils aient un profil métamorphe. Il faut qu'ils aient par exemple un vrai backup pivot. Il y a un moment, il faut arrêter de toujours. Oui, t'as Nikola Jokic, t'as le meilleur joueur du monde, donc tu peux te permettre d'être un peu plus flexible sur ton poste intérieur, mais il faut avoir un backup pivot. Par exemple, il faut pas que toutes les minutes sans Nikola Jokic en playoff, année après année, soit ton seul espoir, ça soit que Jamal Murray devienne incandescent. Ça peut pas être une stratégie à long terme. Ma deuxième question, c'est aussi, Constant, on a beaucoup insisté sur la nécessité pour ces équipes qui ont des gros salaires de responsabiliser leurs jeunes joueurs. Est-ce que Denver n'est pas dans le vrai? Est-ce que Denver n'a pas fait ce qu'il fallait faire?
Le problème, c'est qu'ils l'ont fait avec des mauvais joueurs. Parce que si on prend en termes de minutes jouées cette saison, Julian Strouter est 8e en termes de minutes totales jouées sur la saison. Peyton Watson est 6e. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui jouent plus de 1000 minutes cette saison. Est-ce que le problème, c'est tout simplement que les joueurs qu'ils ont responsabilisés, à l'exception de Christian Brown, n'ont pas été suffisamment bons? Parce qu'autrement, ça répondrait à pas mal de leurs besoins. En fait, il y a deux questions dans ce que tu as posé. Sur le backup pivot, déjà, ils avaient un backup pivot, c'est Darren Holmes qu'ils ont drafté l'an dernier, qui s'était fait les croisés, je crois. Donc là, qui va arriver. Bon, il y avait une petite hype sur Darren Holmes de la part de la commu draft NBA. Donc on va voir ce que ça va donner. On va pas non plus tout jeter. De toute façon, ça peut pas être pire que ce qu'il y avait cette année, c'est-à-dire rien. C'était Aaron Gordon au poste 5, un petit peu de Dario Saric et encore. Mais au niveau des jeunes, tu vois, c'est pareil. On dit qu'ils opèrent sous contrainte financière avec le contrat de Michael Porter Jr. Mais Christian Brown, du coup, il a été tellement bon, ils ont enlevé KCP parce que ça coûtait trop cher, en disant bon bah Christian Brown il va prendre sa place, sauf que Christian Brown il a été tellement bon qu'il va coûter plus cher que KCP s'il venait à re-signer. Donc, franchement, quand j'ai entendu Bobby Marks dire que Christian Brown c'est 30 millions la saison, j'espère pas pour les fans des Nuggets. Non mais vraiment je leur souhaite pas parce que là financièrement en fait c'est plus tenable quoi. Si t'as Jokic qui prend 35% du cap, Jamal Murray qui en prend 30, Michael Porter qui en prend 25, et du coup Christian 20, genre, Christian Brown il en prend 20 à peu près 30 millions, c'est à peu près 20% du cap. T'ajoutes ça aux 15 d'Aaron Gordon, enfin c'est pas tenable. Littéralement c'est pas tenable. Ça va être une payroll qui va être trop importante. J'ai envie de dire que les jeunes soit ils sont pas encore assez prêts, soit ils ont des profils qui ne matchent pas forcément du basket de playoff, savoir les Peyton Watson qui ont été intéressants, mais c'est dans une équipe qui avait besoin de création offensive, il n'était pas toujours désiré, on va dire. Julian Strouter est un bon shooter et a eu quelques répétitions balle en main sur la saison régulière. Et potentiellement, tu vois, c'est un profil lui qui peut à terme peut-être d'ici 2 ans, devenir un 7-8 honnête, comme il n'a pas été complètement mauvais non plus sur la série face à OKC. Enfin, c'est surtout le match 6 où il prend complètement feu. Mais voilà, disons que ce qu'a fait Denver, c'est que le remplaçant de KCP a été bon avec Christian Brown, mais le remplaçant du remplaçant a pas été suffisamment bon. Typiquement, Christian Brown, quand il joue là dans les finales 2023, je sais plus si c'est le match 3 ou 4 où il est très bon, bah ils ont plus ça. Donc c'est toujours la problématique. Ouais, OK, t'as le remplaçant, mais le remplaçant du remplaçant, pour le coup, ils sont pas forcément à la hauteur. Donc j'ai envie de dire que Denver a quasiment a presque réussi son pari, parce que c'est pas si catastrophique que ça en fait le fait de donner les clés aux jeunes, mais qui sont peut-être pas suffisamment bons pour vraiment leur permettre de continuer ce niveau de compétitivité et de continuer de jouer à des très hauts niveaux de play-off, passer les demi-finales de coup. Question, on fait un bilan qui est pour l'instant assez morose, mais dans le grand bilan général de l'NBA, est-ce qu'ils ne sont pas toujours dans une plutôt bonne situation? Parce qu'après leur élimination, j'ai l'impression que c'était catastrophe en ville, mais ils perdent contre le futur champion NBA dans une série où ils ont des blessures. Certes, OKC est la meilleure équipe sur la série, mais ils font une très bonne série. N'empêche, là, tu es dans une situation où l'année prochaine, tu peux encore tenir avec l'effectif actuel parce que la prolongation de Christian Brown rentrera pas en compte, etc. Ou plus ou moins, tu auras plus ou moins l'effectif actuel, peut-être minus Russell Westbrook, etc. Pour moi, ça reste une équipe qui est dans le deuxième chapeau des favoris. Oui, parce que c'est une équipe qui a Nikola Jokic. Qui a les répétitions, qui a potentialité de Jamal Murray, Aaron Gordon qui est un très bon role player en playoff. Enfin, ça reste une équipe très très bonne. Je trouve que, je me permets de faire un mini monologue, tout le monde applaudit le fait qu'il y ait des nouveaux champions tous les ans, et les mêmes personnes vont dire « Ah mais telle équipe, elle doit mieux construire autour de sa superstar ». Mais dans une NBA où les champions changent tous les ans, forcément, il faut accepter que certaines superstars, certains joueurs générationnels comme Nikola Jokic vont être amenés à certains moments pendant 1 ou 2 ans à pas aller en finale NBA, par exemple. C'est ça que j'arrive pas c'est une critique que j'arrive pas à intégrer personnellement. C'est une équipe qui a été bien construite, qui a été jusqu'au titre, qui certes est tombée contre les Wolves qui avaient été construits eux pour les battre, justement, qui ont réussi, mais je trouve pas qu'il y a pas feu au lac. Oui, ça peut être décevant parce que t'as un joueur
transcendant et que tu n'arrives peut-être pas à aller en finale NBA une deuxième fois, mais de l'autre, je trouve que cette critique qui se fait autour des Bucks, même si les Bucks c'est un peu plus critiquable, cette critique qui a été faite aux Nuggets aussi, il faudrait peut-être un peu l'amoindrir parce que dans la NBA actuelle, ne pas réussir à faire 2 finales NBA en 3 ans, en particulier à l'Ouest, c'est loin d'être critiquable, je trouve. Là où je mettrais mon petit grain de sel, mon petit grain de sable d'ailleurs, c'est sur le fait que, tu vois, tu parles du fait qu'ils ont emmené OKC jusqu'en 7. Moi, le problème que j'ai, c'est que globalement, face aux Clippers, c'est pas la meilleure équipe sur la série, et que face à OKC, c'est pas la meilleure équipe sur la série. Ils s'en sortent, on va dire, sur de la roublardise, ils s'en sortent sur les gains à la marge. Face aux Clippers, c'était le rebond offensif, face à OKC, c'était justement les matchs dans le clutch, etc., etc. Enfin, tu vois, crédit encore une fois à David Adelman parce qu'il a réussi à trouver le bon plan de jeu. Mais OKC, pendant 4 matchs, n'arrive pas à attaquer la zone des Nuggets. C'est quand même assez catastrophique. Il faut 4 matchs à OKC pour trouver le moyen d'attaquer une zone et de comprendre comment on doit attaquer une zone. Aussi parce qu'OKC mettait pas dedans à 3 points. Mais c'est ça qui emmène la série jusqu'au match 7. Parce que si OKC, dès le match 3, arrive à trouver un petit peu d'adresse à 3 points et apprend à jouer une zone correctement, la série est pliée en 5. Et j'ai même envie de dire, si Aaron Gordon plante pas ce game winner de l'espace au match 1, la série est pliée en 5 et du coup on n'a pas du tout le même discours sur la saison des Nuggets. Je comprends, tu es en train de me dire que s'ils se font éliminer même par les Clippers, l'analyse est différente parce que ça fait une élimination au premier tour, élimination contre les Wolves. En fait, on les, bien sûr, moi, ils sont dans le chapeau 2. Le chapeau 1 à l'ouest, c'est OKC. Le chapeau 2, t'as les Lakers, t'as les Warriors, t'as les Nuggets, t'as les Rockets, t'as ce type d'équipe. Je trouve juste que ils ont été héroïques sur leur run de playoff, mais en fait, le discours tient beaucoup de leurs résultats en termes de ratio victoire-défaite. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'on tienne le même discours s'ils perdent 4-1 contre OKC, ou globalement, sur la majorité des matchs qu'OKC remporte, ils se font dominer, quoi. Ils se font dominer sur le match 2. Alors, allez, il y a 3 matchs où ils jouent au niveau d'OKC. C'est le 3, 4, 5. Ok. Mais en dehors de ça, le 1, ils sont moins forts. Le 2, ils sont beaucoup moins forts. Et le Game 7, j'en parle même pas. Donc, ouais, je sais pas. Je trouve que, c'est une équipe qui s'en est sortie de ce run des playoffs à la roublardise avec des gains à la marge et que finalement, tu vois, quand on parle des Clippers, les Clippers, c'est peut-être pas la moins bonne équipe de la série. C'est juste que Denver a su maximiser leurs opportunités comme, par exemple, Indiana a su maximiser ses opportunités de l'autre côté, quoi. Là où je pourrais être d'accord, c'est que si tu repenses aux playoffs, même l'année dernière, genre quand ils mettent 4-0 aux Lakers, le résultat est beaucoup plus beau que la série en lui-même. 4-1 l'an dernier. Ils mènent 4-0, c'est la finale de conf. Ah oui, quand ils mènent 4-1 aux Lakers. T'as les 2 game winners de Jamal Murray au 2 et au 5. Ouais, c'est un 4-1. Tu le regardes, tu dis à quelqu'un qui a eu 4-1, ouais, ok, mais c'est un match où c'est une série où les Lakers. Le micro se coupe. Mute. Oh là, comment le micro a pu se couper? Bref, j'ai dû appuyer sur un truc. T'as dit Lakers, ça y est. J'ai dit Lakers, boum, j'ai été censuré. C'est même une série où je crois qu'en termes de différentiel de points, il n'y a rien sur la série. Enfin, en termes de time leading, les Lakers ont plus mené que les Nuggets, mais voilà. Donc c'est vrai que cette équipe des Nuggets est létale. Voilà, c'est une équipe létale en playoff, mais je trouve juste que la critique comme quoi, ouais, Nikola Jokic n'est pas en finale NBA tous les ans, bah oui, il n'est pas en finale NBA tous les ans parce que c'est dur d'être en finale NBA dans une NBA où tu as maintenant les contraintes de la Segona Prone, tu as les contraintes financières, tu as un effectif qui est de base qui fit très très bien le 5 de départ des Nuggets, mais qui a jamais été ultra profond. Ils ont jamais eu, tu parlais des 8, 9, 10, même l'année où ils gagnent, ils sont pas 10, ils ont pas 10 rotations. Ils sont 7. Même s'ils ont une bonne rotation, qui a toujours été une équipe qui tire sur ses titulaires depuis quelques années. Donc, il y a un moment, il faut aussi voir l'effectif comme il est. Voilà, tout simplement. Mais tu vois, sur peut-être un dernier truc, mais justement, tu parles du fait qu'ils doivent tirer. Ils sont obligés de tirer en saison régulière. Et moi, le truc qui m'inquiète, c'est que si jamais ils venaient à perdre Russell Westbrook, il est quoi en nombre de minutes jouées sur la saison pour les Nuggets? Il est total 5e et il joue 2000 minutes. Voilà. Si tu perds 2000 minutes, tu dois les redistribuer les 2000 minutes. Et 2000 minutes, tu les redistribues à qui? Sachant que Russell Westbrook, non seulement il joue 2000 minutes, mais il y a des on-ball répétitions aussi. Donc, il faut les donner à quelqu'un d'autre, ces répétitions on-ball. Donc, moi, c'est vraiment le problème que j'ai. Ils doivent garder Russell Westbrook parce que sinon, ils vont tirer encore une fois sur les titulaires en saison régulière. Ou alors, s'ils décident de pas tirer dessus,
eh ben, je suis pas sûr que le bilan victoire-défaite en saison régulière, il soit de 50 wins comme ça a été le cas cette année, sachant que bah on est dans une conférence Ouest où t'as quoi? T'as 11, 12 équipes qui vont avoir pour objectif de se qualifier en playoff? C'est quoi les équipes qui n'ont pas d'objectif au moins d'accrocher le play-in? Utah. Utah. Les Pels, on sait pas ce qu'ils font. Portland, il y a une bonne fin de saison, mais est-ce qu'ils ont... Ah, ils ont pour objectif quand même de C'est faire leur mieux. objectif. C'est Est-ce leur qu'ils vont objectif. vraiment s'y mêler tout au long de la saison? Quand tu trades pour Jrue Holiday, transition, mais du coup ça fait pas la transition parce que j'en rajoute un peu derrière, mais quand tu trades pour Jrue Holiday, t'as quand même l'intention de faire ce qu'on fait Fred VanVleet avec les Rockets avec Fred VanVleet où t'as un socle de jeunes et t'amènes un vétéran pour cadenasser un petit peu tout ça, pour organiser un petit peu tout ça. Mais voilà, je dis pas que les Blazers vont être au même niveau que les Nuggets, c'est pas ça que je dis. J'ai juste que en fait, tu n'as pas ce truc que tu pouvais avoir d'autres années à l'Ouest, malgré tout. L'année, par exemple, où ils font first seed, où t'es pas obligé de tirer pour avoir un très bon bilan de saison régulière parce que tu sais que derrière, ça va pas pousser. Là, pour le coup, peut-être que si tu gagnes 47 matchs, bah, t'es peut-être même une équipe de play-in. Play-in, ouais, c'est ça. Faut que tu tapes les 50. Ouais, t'as peu de marge. Pour donner une idée aux gens, parce que 2000 minutes, ça peut paraître un peu comme ça, pas très clair. 2000 minutes, c'est 75 matchs joués à 28 minutes de moyenne. C'est lourd, quoi. Il faut les trouver. Et tu vas pas trouver un joueur au minimum vétéran encore une fois, peut-être qu'il va rester, hein. Mais tu vas pas trouver un joueur en dehors de Russell Westbrook au minimum vétéran qui va t'apporter autant de trucs sur 2000 minutes. Et puis, l'idée encore plus large, c'est tout Russell Westbrook qu'il est, il y a les questions sur son apport en playoff. Si ton objectif, in fine, c'est toujours d'aller gagner le titre. Transition, cette équipe n'a plus l'objectif de gagner le titre. C'est donc les Celtics, en tout cas pas pour l'année prochaine. Les Celtics de Boston qui auraient donc eux été éliminés par les New York Knicks qui vont arriver. Petite parenthèse, le prochain post-mortem, ça sera un Knicks, Wolves, Pacers, voilà, tout d'un coup, 3 pour le prix d'un. On va donc parler des Celtics. Alors oui, effectivement, on a pris du retard, donc les Celtics ont déjà bougé. Les Celtics ont fait quoi? Les Celtics ont tradé dessus, on a parlé Constant. Jrue Holiday du côté des Blazers contre 2 seconds tours de draft et Anthony Simons, qui, je ne le savais pas, est visiblement Michael Jordan, depuis que j'ai vu Twitter en parler. C'est Bill Simmons. C'est Bill Simmons qui visiblement, j'ai pas vu le même joueur visiblement, et un trade à 3 qui a envoyé Kristaps Porzingis du côté d'Atlanta. Les Celtics dans ce trade ont récupéré George Niang et un second tour. Constant. Alors là, on est obligé de faire de la réaction plus que de la prévision. T'en penses quoi de ces deux premiers trades des Celtics? Déjà, le message est clair, on devait faire des économies. Ah bah oui, ils sont passés de 250 millions de luxury bill estimés à quasiment Duck the Tax. Donc forcément, l'objectif était assumé. Et c'est là, tu vois, où on n'est pas les premiers à le dire, hein, mais où les fenêtres de titre sont tellement courtes. C'est-à-dire que Boston, c'est quand même une équipe au mois de février. Je crois que toi et moi, Ben, on les a émis premiers de notre power ranking en disant ouais, c'est bien, vous êtes marrant avec votre Thunder là, mais ça reste quand même Boston. 6 mois plus tard, il y a plus Jrue Holiday, il y a Anthony Simons, c'est George Niang. Donc tu vois, c'est vraiment, je trouve que c'est extrêmement court et ça peut basculer sur assez peu de choses. C'est pour ça que globalement, quand t'as une fenêtre de titre qui est ouverte, on couvre-toi dedans. Hein, c'est un clin d'œil sur quand t'as un joueur qui est DH20 et qui est dans un contrat rookie, maximise le contrat rookie. Hein, je dis rien, mais les Spurs. Les Spurs. Pour Giannis Antetokounmpo. Voilà, j'aime bien Dylan Harper, j'ai rien contre lui, même s'il a piqué. Les Spurs lui ont donné le numéro de Kawhi Leonard, le numéro 2 de Kawhi Leonard. Ça montre à quel point les Spurs ont quand même encore un peu le seum vis-à-vis de Kawhi Leonard. Mais voilà, bon, bref. Le sujet, c'est pas les Spurs, mais pour dire que ouais, Boston, la fenêtre, c'est considérablement réduite. J'ai envie de dire, est-ce que ces moves ont été faits parce que tu as aussi eu un changement de propriétaire. Le propriétaire qui a posé 4 milliards et demi sur la table pour acheter la franchise, il a fait oula, c'est quoi ça là 500 millions. Non. 180 millions de salaire et puis c'est tout. Mais c'était des moves qui étaient nécessaires. Après, moi, j'ai deux problèmes avec la réorganisation des Celtics. C'est que j'ai l'impression qu'ils font des moves comme si Jaylen Brown le lapsus révélateur, tu vois. Comme si Jason Tatum partait à la retraite, tu vois. Comme si Jason Tatum, il avait pris ça. Il revient dans un an, hein. Il revient dans un an. Et moi, j'ai peur de l'équipe qu'il va retrouver quand il va revenir dans un an. Parce que, en soi,
même si ils font beaucoup de moves là pour réduire les salaires, ils vont pas se retrouver avec 70 millions de cap space l'été prochain. Ou alors, faut qu'il y ait un giga trade de Jaylen Brown justement, et que finalement les seuls joueurs sous contrat, c'est genre Jason Tatum, c'est Derrick White, c'est Peyton Pritchard, etc., etc. Mais ouais, j'ai peur du fait que on sous-estime la difficulté que vont avoir les Celtics à reconstruire la prochaine bonne équipe autour de Jason Tatum lorsqu'il reviendra. Est-ce que c'est pas parce qu'ils pensent, et peut-être à juste titre, que la prochaine bonne équipe qu'ils doivent aligner pour Tatum, c'est pas en 2026-2027, mais c'est en 2027-2028? Peut-être, mais dans ce cas-là, tu as 2 ans. Hein, tu vois, tu ajoutes 2 ans supplémentaires à Derrick White, il a quoi, 34 ans? Donc, ouais, dans 2 ans, il aura ouais. 34 ans. Ouais. C'est compliqué. Et puis avec le supermax de Jaylen Brown, etc., etc. Je suis pas sûr que les Celtics, qui sont, et surtout le duo de Jay, qui est quand même habitué à, depuis qu'ils sont draftés, c'est finale de conf, globalement, ou c'est au moins les playoffs, mais c'est globalement très souvent finale de conf. Je suis pas sûr qu'ils soient prêts à avoir cette espèce de 2 ans, tu vois, de retooling où on essaye de retrouver les pièces. Et puis surtout, en fait, il faut tout reconstruire, il faut quasiment tout rebâtir avec les Celtics. C'est très bizarre, hein. Mais en gros, ton secteur intérieur est dépecé, puisque alors Ford, il va peut-être rester une année de plus, et encore, c'est pas sûr. Mais t'as plus Kristaps Porzingis. Si on prend sur 2027-2028, faut reconstruire tout le secteur intérieur, faut reconstruire globalement tout le banc, même parce que voilà, Sam Hauser, peut-être qu'il va avoir plus de répétitions cette année, peut-être que Baylor Shireman, qui était le rookie l'an dernier, tu vas le voir un peu plus cette année, qui va artiller dans tous les sens, mais faudra reconstruire un peu le banc. Faudra retrouver des joueurs qui sont complémentaires avec les Jets, parce que Derrick White, il aura 34 ans. Enfin, le chantier est quand même très très gros, je trouve. Je dis ça parce que je me base notamment sur... c'est Danny Leroux qui en parlait dans le podcast Duncan Basketball. Kevin Durant avait parlé, j'ai pas réussi à retrouver l'interview qu'il avait mentionné, du fait qu'en venant du tendon d'Achille, en fait, c'est 700... Tu as le retour... Oui, les 700 jours. Ouais, tu as le retour théorique sur le terrain, où tu es sur le terrain, mais pour que tu sois toi-même, ou en tout cas la meilleure version de toi-même post-blessure, c'est 700 jours. 700 jours, ça te donne 2 ans. Donc, ça te donne pas c'est pas la saison 2026-2027, ça serait théoriquement 2027-2028. Mais je te rejoins complètement, Constant. C'est un des post-mortem les plus étranges qu'on doit faire, parce qu'on parle d'une équipe qui était encore, théoriquement, on l'aurait sorti à l'heure. Ils étaient champions en titre, voilà, avant le titre d'OKC. Et là, il faut tout reconstruire. Sachant qu'en plus, il y a des, alors est-ce que les bruits sont vrais, on ne sait pas. Ils auraient refusé des offres gargantuesques pour Jaylen Brown et potentiellement Derrick White. Ce qui tend à montrer qu'ils considèrent que Jaylen Brown et Derrick White seront présents dans la prochaine bonne équipe. Oui. C'est là où je te rejoins sur la difficulté qui sera la leur, parce que tu as Jaylen Brown qui va prendre 34-35% du cap, 33-34% du cap, et tu as Derrick White qui sera à 20. Tu rajoutes Jason Tatum qui sera à 35. Voilà. 90% du cap. Sauf à je sais pas quoi. T'en penses quoi du move de ramener Anthony Simons? Je suis vraiment... Moi, je suis perplexe. J'ai l'impression... Mais en fait, ils vont viser quoi, les Celtics, l'an prochain? C'est la question aussi qu'ils vont se poser. Qu'est-ce qu'ils vont viser? C'est quoi leur objectif? Parce que en soi, le match 6 face aux Knicks, j'ai envie de dire qu'il est pas... il donne pas des motifs d'espoir. Mais en vrai, quand tu vois la tronche de la conférence Est, même sans Tatum, ils ont peut-être eu de chance en vrai de faire un peu de bruit dans la conférence Est quand t'as plus Indiana. Du coup, ils avaient peut-être un peu de chance avec l'effectif au complet. Ça valait pas le risque de payer 500 millions de salaire plus de luxury bill. Ça valait pas un demi-milliard. Ça valait pas de tenter le coup du demi-milliard. Je suis d'accord, mais ils étaient peut-être pas si loin que ça finalement. Ils étaient peut-être dans le chapeau 2, tu vois. Tu prends le Magic là, tu prends les Celtics, tu refais la série, t'enlèves Jason Tatum. Est-ce qu'il y a vraiment une différence nette entre les deux équipes? Je suis pas sûr. Alors que le Magic a l'air d'être considéré comme là aussi un chapeau 2 dans la conférence Est, ou un chapeau 1.5, même si j'attends quand même la confirmation. Le move d'Anthony Simons, non, moi je suis assez perplexe. J'avoue que t'as réussi à te débarrasser du contrat de Jrue Holiday qui, au moment de son extension, on avait dit ou c'est cher ou c'est long. Enfin, c'était pas vraiment le move que t'avais envie de voir. Au moins, t'as réussi à t'en débarrasser avec un Anthony Simons qui du coup sera une restricted free agent l'été prochain. Donc t'as dégagé un petit peu de salaire.
Mais sur l'apport terrain, j'avoue que il va avoir des répétitions on-ball, quoi. Il va amener, ils vont tenter encore plus de 3 points avec Anfernee Simons, avec Georges Niang, tu vois, s'ils le gardent, ils vont tenter encore plus de 3 points. Mais ouais, je pense que c'est un move surtout qui a été fait de manière avec un raisonnement économique plus qu'avec un raisonnement sportif, parce que moi je vois pas, peut-être que les fans de Boston pourront répondre en commentaire, c'est quoi l'objectif de la saison prochaine? C'est genre, tu vois, même tu prends Fernie Simons et tu prends Peyton Pritchard, t'as 2 joueurs qui sont pas identiques, mais t'as 2 joueurs dans leur rôle qui est plus potentiellement les mêmes, tu vois. En tout cas, pas très loin. J'ai l'impression que ça peut se marcher sur les pieds aussi, donc je sais pas. Puis imaginons qu'ils arrivent à débloquer un truc chez Anfernee Simons. Faut le payer. C'est sa dernière année de contrat, faut le payer. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une autre situation difficile en termes financiers parce que tu vas devoir payer un joueur qui sera free agent, encore une fois dans une free agency où les équipes semblent se préparer à libérer du cap, mais il y a un an d'ici à ce moment-là. Donc à voir si le groupe de free agents se réduit, peut-être que les équipes vont être moins promptes à avoir autant de cap. Mais je te rejoins là-dessus, Anfernee Simons aurait eu genre 2-3 ans de contrat beaucoup moins onéreux. Je me serais dit, ok, je comprends l'idée, ils voient un truc et ils ont envie de maximiser un joueur, ou en tout cas, ils voient un truc dans un joueur jeune qui était dans un environnement où il y avait peut-être des problèmes défensifs, etc. Bref. Là, je vois pas. J'ai envie de te dire que leur objectif, c'est de rester un minimum compétitif avec les joueurs qu'ils considèrent comme intouchables. Parce que, je l'ai déjà dit, visiblement, il faut des offres complètement lunaires pour réussir à sortir Derrick White et Jaylen Brown. La question étant, pour moi, cette construction-là, elle est viable que si ils retrouvent Jason Tatum top 10 des H20. Et ça c'est ton nom d'Achille. Hein. C'est pas sûr qu'on revoit Jason Tatum top 10 des H20. Oui, je suis d'accord. Mais non, pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'il y a quand même ce truc un peu, je sais pas où. En vrai, toutes les équipes ont besoin de Derrick White, et si jamais tu te lances, tu vois, on parlait des Warriors, mets Derrick White aux Warriors. Bon, après, Derrick White, c'est un cheat code parce que tu dis mets Derrick White A et ça marche à chaque fois. Donc c'est le problème de Derrick White. Mais si jamais tu voulais te lancer dans une espèce de guerre d'enchères pour Derrick White, je pense que tu pourrais avoir des trucs qui seraient absolument monstrueux. En fait, le problème, j'ai envie de dire, entre guillemets, le problème, c'est ce que tu as évoqué. Tu es obligé de rester compétitif parce qu'il y a Jason Tatum, tout simplement. Et parce que si jamais, tu vois, t'avais pas Jason Tatum, tu pourrais dire, vas-y, on fait une guerre d'enchères pour Jaylen Brown, on fait une guerre d'enchères pour Derrick White, et je pense que tu récupérais des assets qui seraient assez importants. Mais à partir du moment où Jason Tatum revient dans un an, tu peux pas, parce que tu peux pas repartir complètement from scratch avec lui. T'es obligé de garder Derrick White, et t'es obligé de garder Jaylen Brown, t'es obligé de garder Peyton Pritchard, t'es obligé de garder Sam Hauser. C'est un peu le socle de 5 joueurs visiblement sur lequel ils tiennent. Mais ouais, en dehors de ça, c'est que en fait, Tatum, t'es pressé qu'il revienne, mais en même temps, il t'empêche de partir dans un espèce de full rebuild où t'aurais pu récupérer, honnêtement, en cumulé, t'aurais peut-être pu récupérer 8 ou 9 first round pour Jaylen Brown et Derrick White en cumulé, quoi. Sachant que, anomalie pour une équipe qui a gagné le titre la saison d'avant et qui a de telles ambitions, t'as ton choix de draft 2026 et 2027. Ouais. Donc tu aurais pu te dire, on est un peu moins bon. Après, je pense qu'il y a vraiment un truc de culture de front office, parce que j'ai l'impression d'avoir fait le même épisode il y a 10 ans pour le début de Dunk Hebdo. À Boston, ils tankent jamais. Ils tankent jamais. En fait, ils tankent jamais. Leurs mauvaises saisons sont des bonnes saisons pour les Hornets. Tu vois, donc, désolé, vous avez rien demandé, les fans des Hornets, mais voilà. Donc, il y a peut-être de ça. Après, franchement, si l'offre qui a fuité des Nets, si l'offre des Rockets, des Rockets, pardon, est réelle. 5 first, Fred VanVleet et Jabari Smith. Sachant que dans les firsts, il y a forcément les pics des Suns qui traînent quelque part. Wow. Si t'as refusé ça, ouais. Si c'est vrai, parce que je crois que c'est Jake Fisher qui a sorti la faute. D'accord. Bon, je retire, je vais couper au montage. Tu vois. Non, on peut garder, mais de toute façon, c'est la silly season. En F1, on dit que c'est la silly season pour la saison des transferts. Là aussi, c'est un peu la silly season où, au niveau des rumeurs, ça part dans tous les sens. Il y a machin qui a proposé des trucs, etc., etc. C'est toujours le moment où ça s'emballe un peu plus. Si c'est vrai, moi, j'ai du mal à y croire. Mais bon, si c'est vrai, là, pour le coup, ouais, faut être bête pour avoir refusé. Mais bon, c'est comme ça. Tu l'as dit dans le podcast sur OKC, est-ce que c'est Brad Stevens le meilleur GM de la NBA? Je te mets sur le hot seat. Oh,
Oh, je m'attendais pas à celle-là. Non, je rigole, c'est juste pour te mettre Ah dans une non, mais on position peut délicate. répondre honnêtement. On peut répondre non, mais c'est que on peut répondre honnêtement. Je pense que il y a deux GM qui sont très forts pour arnaquer les autres GM. C'est Sam Presti et Brad Stevens, effectivement. Après, on peut difficilement reprocher à Brad Stevens. Quels sont les mauvais choix qu'a pu faire Brad Stevens? Bon, il a donné un supermax à Jalen Brown, mais il était obligé. La prolongation de Jrue Holiday est quand même très Ouais, allez, compliquée, vite, on avait mais critiqué dès le début. mais il Ouais. était obligé aussi. C'est des moves qui sont forcés. C'est pas des très bons moves, mais c'est des moves qui sont logiques. La prolongation de Peyton Pritchard, elle est très bonne. D'avoir fait le pari de se séparer de Marcus Smart pour aller récupérer Kristaps Porzingis, ça a payé avant que Kristaps Porzingis devienne un fantôme. Enfin voilà, je sais pas si c'est l'un des meilleurs, on va dire. C'est dans le top 5. Il y a Sam Presti. Non, j'allais dire, il y a Masai Ujiri, lol. Mais non, mais il y a Sam Presti, il y a Brad Stevens, il y a Brian White. En vrai, ça fait quand même. On a critiqué Brian White au Ouais, moment où après on avait fait Wemby. l'épisode sur Victor. C'était en février 2023. Depuis l'arrivée de Victor, Brian White fait quand même des trucs assez intéressants. Bon, il est aidé par la loterie, hein, on va pas se mentir. Mais Raphaël Stone du côté des Rockets fait des trucs très bien aussi. Hein. Alors qu'il avait lui le siège très 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 aisé, Très 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 chaud. Hein. très très chaud, c'était brûlant à un moment. Ah bah quand on avait parlé justement sur l'épisode sur Wemby, on avait dit moi j'avais défendu les Rockets en disant le GM va être obligé de faire des moves pour rendre l'équipe plus compétitive. Bah finalement c'est ce qui s'est passé. Mais tu vois même Tim Connelly du côté des Wolves a fait des trucs qui étaient intéressants aussi. Enfin voilà, il y a plein. Est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas. En tout cas, il est dans la conversation. J'aime bien, tu as commencé en disant ils arnaquent le plus et j'ai l'impression souvent que c'est la manière dont NBA Twitter juge les JM. Est-ce que tu arnaques les mecs en face de toi? C'est-à-dire que c'est pas forcément le bilan du trade 5 ans après, sauf si c'est le trade de Paul George du côté des Clippers, mais autrement, Bien sûr. c'est est-ce que au moment où le graphique de Shams sort, est-ce que tu as arnaqué le mec en face? Tu vois, c'est Alex Caruso contre Josh Giddey. Exactement. Exactement. Sachant que c'était une arnaque quand même. Et Ah celle-ci, ouais, là, c'est incroyable. au moment où il est sorti. Hein, je rappellerai toujours ce qui s'est passé, je pense, dans beaucoup de conversations de basket, mais sur la conversation d'Unkebdo, où on est quand même tous, à ce moment-là, on a tous cru qu'il manquait, tout n'était pas Il manque complet. des pics de draft. Il manque des pics de draft. Non. Non. Straight. Bref, eh bien, on parlera peut-être des Bulls à un moment aux grandes dames d'Adrien, peut-être. Bah oui, attends, à la Free Agency, les extensions rookies, là, le 150 sur 5 de Josh Giddey, il arrive, hein, je vous le dis, hein. Ça me permet de donner le programme des prochains jours. Alors, les prochains jours, il va se passer quoi? Je l'ai déjà dit. Il va y avoir un post-mortem sur les 3 dernières équipes. Pas de post-mortem sur OKC, bien évidemment, OKC est encore vivant. Ouais. Et on fera tout ce qui est trade, KD à Houston, etc. Desmond Bain à Orlando. Et puis, s'il y a d'autres choses d'ici là, on va tout Bam faire. Adebayo aux Lakers, non, pardon. Et puis, on va voir d'ici là. Donc, on risque de produire beaucoup dans les prochaines semaines après les playoffs où on avait promis un menu 4 étoiles. On a servi un 4 étoiles, mais un peu en retard. Voilà, on aura peut-être pas servi du McDo. Ah, ça me donne envie de manger. En plus, j'ai trop faim. Ah non. C'est pas bien. Non, pas de fast-food. C'est pas bien. En plus, cette année, ma bonne résolution, j'ai limité le fast-food de ouf. Je pense que j'en ai pas mangé 5 depuis. C'est bien. Prenez pas, surtout si vous êtes jeune, prenez pas de fast-food. C'est pas bon pour vous. Pas bon. J'avais posé une question, les gens vont se moquer de mon commentaire. Le kebab est considéré comme un fast-food. Ah oui. Bah oui. Je suis peut-être un peu plus qu'à 5. Alors, oui. Non, mais je fais. Bon, bref. On divague. C'est un épisode hors série. C'est un hors série. Bref. Oui, c'est un fast-food. Bref. En tout cas, dites-nous dans les commentaires. Pas vraiment, si vous avez mangé des kebabs ou des McDo ou des Burger King, bref, ça c'est pas le plus important. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes fan de Boston, ce que vous imaginez par rapport au plan de votre franchise. Et puis, qui est le Jalen Brown de votre franchise aussi? Ça, je veux savoir dans les commentaires. Alors, faut quand même qu'on donne une définition, tu vois, de qui est le Jalen Brown plus clair. C'est le joueur polarisant. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit pro, soit anti. C'est ça. C'est un joueur qui et polarise beaucoup la franchise, polarise beaucoup les fans de la franchise à tel point que vu de l'extérieur, c'est parfois incompréhensible à tel point pourquoi il polarise autant. Il y a une telle disparité dans les avis et les opinions. Exactement. Et qui parfois, la haine peut paraître totalement disproportionnée du point de vue d'un observateur extérieur, comme l'amour peut paraître totalement disproportionné. On est vraiment dans l'extrême d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour les fans de la franchise, parce que tu vois, je me posais la question, qui est le Jalen Brown du Magic?
Bah, ça peut. En vrai, c'est Paolo Banchero. Mais c'est pour les. Mais pour les non fans du Magic. Exactement. Donc là, ça compte pas. Ouais. Parce que les fans. Alors, le peu de fans du Magic que j'ai vu, je ne suis pas fan du Magic. Arrêtez de me dire ça à chaque fois qu'on enregistre. Non, c'est les Hawks, c'est les Hawks. Ils sont pas aussi. Et puis, Banchero, en vrai, c'est plutôt du 75-25 pessimiste. Hein. Wow. Ou peut-être du 33. On est dans une bulle NBA Twitter qui fait que, mais globalement, je pense que tu demandes aux Ricains, ils sont plus en 75-25 positifs sur Paolo Banchero. C'est vrai que j'ai entendu des takes par rapport à Banchero sur les trucs de nouveaux visages de la ligue et tout. J'ai cru que j'avais câblé. Ah bah oui. C'est l'été, vous voyez, sur la fin de l'épisode, on est parti, on part où on veut. Là, voilà. Mais dites-nous qui est du coup le Jaylen Brown de votre fanbase. Ce sera très intéressant. Il y en a vraiment où je galère, je me faisais la réflexion. Bref. Il y a des équipes qui sont pas assez fortes pour avoir Jaylen Brown, genre Utah. Ouais, je pensais à Utah. Genre Utah, c'est qui? Genre, Minnesota, c'est Grudy? C'est Rudy je pense que c'est Gobert. Ouais. Ou Julius Randle. Ouais, peut-être. Les Knicks, c'est 4? Ah, c'est une bonne question, ça. Non, c'est Josh Hart. Non, parce qu'il n'y a pas assez, il y a pas assez d'anti, en vrai. Je pense, ouais, ça peut être 4. Ça peut être 4. On a trouvé un truc de fou. On a trouvé un concept de malade. Oh, c'est bien. Ok. Faut réfléchir, ça fait réfléchir. Et ben, on va réfléchir et tout. Et du coup, n'hésitez pas dans les commentaires votre franchise et le joueur polarisant d'après vous. Et bien sûr, Constant, nous, on va se reposer un peu. On vous l'a dit, dans les prochains jours, le post-mortem, les trades, on va discuter de tout cet été NBA. Merci de m'avoir accompagné, Constant. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut! Salut!